On est aujourd'hui sur la présentation de ce réseau qui s'appelle Agriculture urbaine et précarité alimentaire. J'ai parlé de certains acteurs. Évidemment, c'est un réseau de plus de 80 acteurs qui sont engagés dans la lutte contre la précarité alimentaire et sensibles à cette question. Je dis bien certains parce qu'aujourd'hui on n'a pas pu donner la parole à tout le monde et je sais que pas mal d'acteurs du réseau sont présents dans le public et je les en remercie chaleureusement. J'ai bien entendu envie de citer tout le monde, mais je n'y arriverai pas. En tout cas, c'est un réseau à la fois avec nos partenaires, des entreprises, des fondations, mais aussi des associations. Donc je vois le collectif 4C, mais on a aussi le réseau Cocagne, le labo de l'ESS, Karma, l'association impliquée dans le PTCE Roissy Pays de France, Amplette et Cagette qui a notamment témoigné, Huguette Boissonnat, je la cite à part parce que sa grande implication en fait un sacré personnage qui fait avancer les choses. On a plus récemment des discussions avec Action contre la faim, des personnes des jardins, des agriculteurs urbains, le PITR de Lorraine, etc. C'est très difficile de citer tout le monde. Ce réseau, il a été créé en parallèle de la naissance de la chaire en 2018 et le but c'était de favoriser les liens entre accessibilité et approvisionnement des produits issus des agricultures urbaines à des publics en situation de précarité. Donc il y avait plusieurs constats à cela, dont celui que parfois certains agriculteurs urbains vont s'installer dans des QPV et aller sur des marchés de niche qui vont être parfois en décalage avec les besoins des acteurs en présence, tout simplement. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce réseau, il a pour vocation de favoriser l'interconnaissance et surtout créer une certaine émulation entre tous les partenaires. Et on sent que tout le monde a un petit peu la tête dans le guidon sur les sujets et souvent aussi peu de ressources, de moyens, de ressources humaines en fait pour mener tous les projets de front et que ces moments où on se retrouve, se rencontre et aussi on structure la pensée peuvent aider. On a aussi dans cette lignée mené des webinaires, des séminaires. L'idée aussi c'est de mener des projets concrets et donc il y en a un qui nous tient tout particulièrement à cœur, c'est l'accompagnement des jardins nourriciers avec le PITR de Lorraine. En gros, c'est l'âme scène est présente dans la salle, mais il y est pour beaucoup. On est sur un réseau de jardins nourriciers installés sur le territoire qui a même mené à l'approvisionnement de l'aide alimentaire pour le plus ancien des jardins. Donc on est vraiment sur un apport conséquent en fait pour tout simplement les citoyens et des personnes en situation de précarité alimentaire. Et ce réseau, dans la lignée aussi de toute notre expertise de recherche, a mené des études en parallèle, donc qui sont très liées à la thématique. Il y a eu une étude de Clémence Maresco sur la transformation des produits issus des agricultures urbaines par et pour des publics en situation de précarité. De fil en aiguille, cette étude, elle a mené à un projet de recherche-action, un programme de recherche-action concret qui est porté par notre partenaire de terrain, le Lab 3S. Et du coup, sans plus attendre, j'ai l'honneur de vous passer la parole, Lucille Vigourou, Yann Chapin, pour nous présenter le projet. Très bien, merci beaucoup Clotilde. Je vous présente d'abord le Lab 3S, je suis Yann Chapin, son directeur. Lab 3S est une structure associative, partenaire de la chaire, donc, qui travaille sur des modalités d'expérimentation autour des enjeux de transition écologique et alimentaire en milieu urbain, en Seine-Saint-Denis et plus largement sur le territoire métropolitain, pareil. Avec des projets mêlant action et recherche qui mettent en lien les acteurs du territoire, donc que ce soit les habitants, acteurs de l'ESS, les collectivités locales et les chercheurs. On va vous parler du potager à la marmite, ce projet, cette expérimentation qui s'est menée sur 2 années, 2022-2023, et qui a visé, comme son nom l'indique, à expérimenter un dispositif couplé de jardinage collectif à des ateliers de cuisine collective avec les produits issus du jardin.
L'expérimentation s'est déroulée à Bondy Nord, sur la ville de Bondy au nord, coordonnée par le Lab 3S, donc en partenariat avec 4 structures sociales de la ville. Alors il y a deux associations, une qui travaille sur le lien social, l'autre sur l'insertion par l'activité économique, une maison de quartier et un dispositif de la ville qui s'appelle DRE, dispositif de réussite éducative. On termine tout juste la seconde année d'action sur le terrain, donc on n'a pas encore complètement assez de recul, et donc on va plutôt être sur un mode retour d'expérience presque à chaud. C'est ce que Lucille va expliquer. Et donc pour vous dire un petit peu cette expérimentation, elle s'est développée dans une logique de co-construction très concrète avec les acteurs et les habitants du territoire, et donc en partenariat avec la chaire sur un volet de recherche qui a produit des mémoires autour des recherches autour de la question des cuisines collectives. Cette expérimentation va avoir comme livrable un guide de retour d'expérience sur lequel on est en train de travailler, et donc 3 mémoires de recherche. On organisera au cours de l'automne un événement de rendu et vous pourrez y participer, on vous enverra toutes les informations. Un petit mot sur la genèse du projet. On avait été lauréat d'un appel à projet de la Fondation Paris Habitat. Alors c'est assez intéressant parce que les objectifs initiaux, c'était de travailler sur comment réinventer des espaces et des équipements communs. Les espaces étaient entendus dans notre projet par les jardins et les équipements, les cuisines. Donc nous concrètement, on a choisi de travailler sur 2 jardins et 3 équipements de cuisine du quartier nord de Bondy. Et donc on a utilisé au cours de cette expérimentation. On souhaitait donc répondre aux besoins du territoire en valorisant et en développant ces espaces et ces équipements qui étaient déjà existants ou en projet. 3 grands objectifs qu'on avait au début. On souhaitait agir en travaillant sur 3 choses. Des questions autour de la précarité alimentaire, les questions d'alimentation durable et travailler la question de qualité, le bio, le local, et proposer aussi aux habitants plus d'espaces verts. Voilà. Je vais laisser la parole donc à Lucille qui était la chargée de projet opérationnel pour expliquer les choses de façon concrète. Oui, tout à fait. Merci pour cette introduction. Je vais vous parler de l'expérimentation de manière un petit peu plus concrète. Je vais faire une très rapide, présentation très succincte des 2 années du projet. Et l'idée ensuite, ce sera de revenir sur certaines des évolutions, des apprentissages qu'on a eus et comment on a fait évoluer les 2 années tout simplement. La première année, on peut l'intituler ou l'appeler la mise en place des ateliers de cuisine collective couplés à des ateliers au potager. On a commencé par un temps de co-construction avec les partenaires. Ça nous a permis de poser le cadre du projet et de sa mise en œuvre. On a eu une période ensuite de mobilisation qui a été assez rapide et s'en est suivi la mise en œuvre. D'avril à juin 2022, du coup, on a réalisé 13 ateliers au jardin, 19 ateliers en cuisine qui se sont succédés les uns les autres et qui ont réuni chacun de 2 à 5 participants. On a également organisé 2 repas festifs qui ont réuni entre 8 et 15 participants à chaque fois. Vous voyez à l'écran des photos qui représentent un petit peu toute cette année-là. On a tiré un bilan mitigé, je vais dire, de cette première année, mais très fort d'enseignement et d'axes d'amélioration. Donc voilà, très intéressante. S'en est suivi la seconde année, sans surprise, qu'on pourrait intituler se réaligner et aller plus loin dans la co-construction. On a eu les mêmes étapes que la première année, à la différence que la co-construction s'est faite avec les partenaires et des participants cette fois-ci, que la période de mobilisation a été plus longue. Et de cette manière-là, de juin à septembre, on a réalisé 16 ateliers jardin, 16 ateliers cuisine, qui ont réuni de 15 à 20 participants, et 7 repas partagés en fin d'atelier, et un gros repas festif qui a réuni une 40aine de participants. Donc, comme vous pouvez le constater assez simplement, on a une grande distinction, une grande différence entre les 2 années, et là je vous parle que des chiffres pour le moment. La question qu'on peut se poser, c'est comment cette différence s'explique, et je vous propose qu'on aille voir un petit peu plus précisément 2 enseignements, 2 éléments importants qu'on peut tirer pour le moment de manière assez à chaud de cette expérimentation. Le premier, c'est la question des objectifs et le fait qu'on part du postulat que les objectifs peuvent, voire doivent évoluer dans le temps du projet. Et d'autant plus quand on se positionne comme nous, comme c'était le cas dans du potager à marmite, comme un porteur de projet, on arrive avec une idée, on arrive avec nos objectifs et on va les confronter d'une certaine manière aux habitants, à la réalité du terrain.
Et dans ce cadre-là, il nous semble très important de prendre un temps de recul pour se réinterroger sur le cœur du projet, poser la question de pourquoi les gens participent. Et c'est ce qu'on a fait au début de la deuxième année. On a réinterrogé nos objectifs avec les partenaires et des participants. Et on s'est posé la question tous ensemble de qu'est-ce qui chacun nous motive à participer à du potager à marmite. Ça a été une expérience extrêmement riche qui nous a permis de, nous, porteurs de projet de Lab 3S, nous décentrer et puis nous réaligner avec les besoins des participants et des partenaires. Ça nous a aussi permis de renforcer le lien en fait, qu'on avait avec les partenaires, avec les participants. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des besoins qui ont été mis en avant, qu'on avait en tête la première année, mais qui pour nous étaient vraiment secondaires et qui sont avérés être très importants pour les participants et certains partenaires. Et par exemple, le fait que du potager à marmite soit un espace de lien social, soit un espace d'apprentissage et de convivialité, qui n'étaient pas forcément nos objectifs premiers pendant la première année. Ce temps, il nous a également permis de déterminer ensemble les conditions de réussite du projet, c'est quels moyens on doit se donner pour atteindre ces objectifs-là qu'on vient de redéfinir ensemble, et également de discuter avec nos partenaires et d'identifier leurs besoins en termes d'accompagnement, en termes d'outils. Ça a permis un meilleur investissement de ces partenaires sur la seconde année, une dynamique partenariale qui est du coup devenue de plus en plus mature au cours du projet, et ça nous a également permis d'aller chercher des nouveaux partenaires. Voilà pour la partie objectif. Le deuxième élément que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la question, c'est l'enjeu de la mobilisation des participants. Alors les porteurs de projets ici présents le savent, c'est toujours la grande question et c'est souvent un gros enjeu. Et on constate sur du potager à marmite qu'il y a une vraie distinction entre la première année et la deuxième année en termes de nombre de participants, mais aussi en termes de dynamique et d'appropriation du projet. Cette différence, pour le moment, on l'explique par un gros travail de réflexion en interne qui a été mené par l'équipe, où on s'est vraiment posé la question de notre positionnement, de comment donner plus de marge de manœuvre aux participants, comment davantage les intégrer, et c'est un petit peu ce qui a été évoqué dans la question précédemment. On a mis pas mal d'actions en place, je ne vais pas toutes vous les partager, mais je vais au moins vous en donner quelques-unes. En premier, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a organisé des visites du jardin et des temps de causerie, des temps de discussion qu'on a essayé de faire le moins formel possible, où on a des groupes de participants pressentis qui sont venus, qui ont découvert le jardin, qui nous ont découvert nous. Ça a permis de mettre des visages et de voir le lieu au-delà du nom qu'ils pouvaient porter. Ça a été, on a fait des goûters, donc on s'est parlé de notre rapport à l'alimentation, de notre rapport à la terre, des thématiques qui nous intéressaient. Ça a permis de déterminer des thématiques des ateliers, mais aussi de déterminer le format des ateliers et le calendrier. Quand est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous préférez enchaîner jardin-cuisine ou le faire dans 2 journées différentes? C'est toutes ces discussions qui ont favorisé la mobilisation. Et un autre élément qui est hyper intéressant pour nous, c'est que des participants de la première année, sur la deuxième année, ont pris un rôle de référent. On leur a aussi donné cette possibilité-là. Ils ont été très investis dans la co-construction, ils ont présenté le projet dans des temps de causerie, ils ont aussi montré qu'il était possible de prendre la parole à de nouveaux participants et que la parole, elle était entendue. Et je pense que ça a eu un vrai impact, et c'est des personnes qui ont fait de la mobilisation dans Bondy en se baladant la journée parce que c'est chez eux, en invitant des amis, des voisins. Et ça fait que des nouvelles personnes sont arrivées dans le projet de manière pérenne. Donc on peut dire que le fruit de tout ce travail, que ce travail a apporté ses fruits plutôt, autant en termes de dynamique de groupe qui se sont mises en place entre des personnes qui ne se connaissaient pas, qu'en termes d'appropriation des espaces et du projet. Je vais un petit peu vite, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que la co-construction, que ce soit la co-construction avec les partenaires, la mobilisation des participants et la co-construction avec eux, et les temps d'appropriation des espaces et des projets, ce sont des étapes qui prennent du temps. Alors ça peut pas être une évidence, mais on tenait à la souligner ici parce que même si c'est une évidence, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer quand on écrit des projets, quand on répond à des appels à projets. Et c'est aussi des temps qui sont encore difficiles à faire financer. Les porteurs de projets ici présents le savent. Donc voilà, c'est un peu de militantisme dans ce sens-là.
Et pour finir, donc comme on le disait, c'est vraiment un retour à chaud et c'est quelques tout petits enseignements qu'on vous partage là. La partie terrain et opérationnelle vient juste de se terminer. C'est la première fois qu'on présente aussi ces éléments-là, donc merci à la chaire de nous donner cette opportunité. Et du coup, on organise un webinaire bilan le 22 novembre où on reviendra sur les travaux de recherche qui ont été avec la chaire. Alors, petit teasing, on parle d'approvisionnement des cuisines collectives par l'agriculture urbaine et de gouvernance dans le cadre de la cuisine collective. Voilà, on reviendra sur les enseignements, sur la méthodologie qu'on a mise en place. Voilà, ce sera le 22 novembre matin. Et juste en un petit mot, on envisage des suites aussi de cette belle expérimentation. On est en train de travailler à monter une coordination locale autour des questions de précarité alimentaire, notamment en lien avec le territoire zéro chômeur qui est en préfiguration sur notre territoire. Je sais qu'il y a d'autres projets qui travaillent aussi avec les entreprises à but d'emploi sur d'autres territoires. Voilà, donc c'est un projet pour lequel on aboutira, qui s'appuiera notamment sur les enseignements de cette expérimentation, mais qui ira plus loin dans son prolongement. Et voilà, on vous fera part de ces prochaines actions et sans doute on continuera à travailler avec la chaire. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à une autre équipe et pour que vous compreniez bien, on voit bien que du coup, dans ce projet du potager à la marmite, la question de la participation et de la mobilisation, elle est cruciale et elle nécessite même de réinterroger en tout cas les modalités de déroulement du projet. Aujourd'hui, on a voulu ouvrir la discussion justement avec une équipe auteure d'un rapport autour de la contribution des publics dans les actions de lutte contre la précarité alimentaire. Pour ce faire, je vais accueillir 2 personnes, donc c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir et ce rapport n'est pas encore publié, donc on vous remercie déjà de le présenter en avant-première. Donc j'ai autour de la table Caroline Després et Pierre Arène. Donc Caroline Després, vous êtes chercheuse au laboratoire Être, rattachée à l'Université de Paris-Cité et impliquée dans les questions de recherche en éthique de la santé. Ce laboratoire s'intéresse plus particulièrement à des questions d'éthique de la recherche et de démocratie sanitaire. Et vous avez une expérience d'une 20aine d'années, puisque vous êtes chercheuse en anthropologie et travaillez sur ces questions de pauvreté, de précarité ou d'inégalité sociale dans le champ de la santé depuis toutes ces années. Pierre Arène, vous avez collaboré avec Huguette Boissonnat, donc Huguette que je citais, à l'animation du panel citoyen qui a précédé l'avis 91 du Conseil national de l'alimentation. Vous êtes chef de projet participatif chez Mission Publique, qui est donc une entreprise spécialisée en participation citoyenne et surtout doctorant CIFRE en sociologie politique. Je vais faire beaucoup de teasing parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Tous deux, vous avez bénéficié de la collaboration avec Anne-Laure Carlier, qui je crois est dans la salle, pour tout ce qui est la partie service design. Et vous avez croisé vos regards et expériences avec un groupe de 30 personnes qui a l'expérience de la précarité alimentaire, tout en étant bénévoles, des professionnels, des institutionnels, tous actifs dans le laboratoire d'usage LaboCap de la démarche de la dignité dans les assiettes en terre de Lorraine. Et on vous remercie pour tous ceux qui ont fait le déplacement. Et enfin, je dois citer Loujène Amida, qui est dans le public et vice-présidente du conseil d'administration de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et c'est grâce à elle que la question de la capitalisation et de la validation des propos est approfondie dans ce rapport. Alors, je vais laisser les auteurs présenter. Il y a une chose essentielle, si je ne dis pas, je sais que Huguette, non, je vais quand même le dire, j'en rajoute encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rapport, c'est une pierre dans la construction d'un rapport singulier entre tous les utilisateurs des politiques publiques pour faire ensemble dans la lutte contre la faim et l'accessibilité alimentaire. Et quand on parle de tous les utilisateurs, et je parle d'utilisateurs, la notion elle est importante parce qu'elle est en lien aussi avec l'expertise du service design dont j'ai parlé précédemment, mais c'est les institutionnels, les citoyens, les personnes en situation de précarité alimentaire et également les travailleurs sociaux. Et voilà, la question elle a été soulevée sous la précédente table ronde de la participation. Je pense que votre apport va être très instructif sur le sujet. Donc à vous.
juste votre présentation. Elle est où? Mais je peux déjà... bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'était vraiment très inspirant d'avoir votre retour d'expérience, notamment les enseignements qui résonnent vraiment avec notre rapport, à la fois sur l'aspect, l'enjeu de la mobilisation et aussi sur le rapport au temps. Je trouvais ça vraiment très inspirant, donc merci beaucoup. Et donc, on souhaitait déjà remercier la chaire agriculture urbaine de la Fondation AgroParisTech de nous donner l'opportunité de vous présenter ce rapport qui nous tient particulièrement à cœur. Et comme précisé par Clotilde dans son introduction, ce travail, c'est vraiment le résultat d'une réflexion collective qui se nourrit vraiment de différentes approches. Et on souhaite particulièrement saluer et remercier Huguette Boissonnat, qui a vraiment été à l'origine de ce projet et sans qui ce rapport n'aurait pu évidemment pas naître. Donc encore merci Huguette. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, donc c'est la prochaine slide tout à fait. Avec cette contribution, on souhaite offrir à nos lecteurs un certain nombre de billes, qu'elles soient théoriques ou pratiques, pour pouvoir monter des processus de participation avec, et on insiste vraiment sur le avec, des personnes en situation de précarité alimentaire. Et pour ce rapport, on a choisi 2 partis pris qu'on souhaitait vous présenter avant de rentrer vraiment dans le séquençage qu'on va vous présenter, pour éviter tout contresens ou mauvaise interprétation de notre propos. Tout d'abord, notre réflexion, elle est principalement focalisée sur une démarche de prise de parole, type focus group ou panel citoyen. Toutefois, on tient vraiment à rappeler que, évidemment, la participation se fait aussi et surtout en faisant. Et vous verrez que nos préconisations peuvent tout à fait s'appliquer pour 2 types de processus participatifs. Et c'est justement en entendant votre retour d'expérience que je me faisais cette remarque. Et deuxièmement, on souhaite avec cette contribution sortir de la logique de boîte à outils qui, selon nous, présente un certain nombre de limites. Et donc, pour y remédier, on a vraiment cherché à combiner différentes approches pour aboutir sur un processus type de participation des personnes en situation de précarité alimentaire. Et donc, ce processus, vous l'avez juste ici, et on vous propose d'articuler cette présentation autour de ces 4 étapes. Tout d'abord, la première étape qu'on a intitulée le moment de la rencontre avec les participants et participantes. Deuxièmement, l'animation de la démarche. La troisième étape, l'analyse de là où les productions du ou des groupes. Et enfin, ce qu'on a intitulé le moment de tous les dangers, c'est la capitalisation et la valorisation de les ou la production du ou des groupes. Donc on peut tout de suite rentrer dans la première étape, la rencontre des participants. Normalement, c'est la prochaine slide. Donc, déjà, on a longuement discuté sur la manière d'intituler cette étape. Et on a choisi délibérément de parler de rencontre plutôt que de recrutement ou de mobilisation. Et pourquoi avoir choisi ce terme de rencontre? Parce que pour nous, et normalement la slide va arriver, c'est tout le suspense, comme ça c'est bien, ça permet de teaser. Et donc pourquoi? Tout d'abord parce que ce moment doit être l'occasion de toucher une diversité de personnes qui vivent des situations diverses pour venir justement nourrir cette démarche. Pour nous, c'est vraiment une condition fondamentale pour le bon déroulement du processus, et ce principe nous oblige en pratique à stabiliser, c'est ce que vous voyez là, à stabiliser des critères de composition du groupe pour veiller à n'oublier personne, et ces critères doivent vraiment être votre boussole, votre guide pendant tout le long de ce moment de rencontre. Aussi, cela implique de considérer les acteurs impliqués au quotidien et aussi les partenaires sur le terrain comme des véritables alliés. Ces acteurs de terrain doivent vraiment des véritables alliés, et ça veut dire qu'il est nécessaire de les impliquer à toutes les étapes du processus. Il est très important d'être constamment vigilant à ne pas créer, si vous voulez, une séparation entre le terrain d'un côté et le processus que vous souhaitez mener. Et enfin, parce que ce moment doit être le plus inclusif possible, à l'image, vous verrez, de notre proposition de processus, il est vraiment primordial d'avoir 2 principes clés en tête. Premièrement, il s'agit vraiment de bien faire comprendre aux futurs participants et participantes que leur participation est libre et sans contrainte. C'est vraiment une condition importante. Et deuxièmement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les maintenir, de maintenir toute la motivation tout au long de la démarche.
Et donc il faut vraiment donner du sens à cette participation, de gagner la confiance, mais aussi de maintenir constamment du partage et de la convivialité. J'aimais beaucoup d'ailleurs cette notion de temps de la causerie, je me le note, je trouve ça très bien. C'est justement ça. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment parler plus de rencontres que de mobilisation, parce que pour nous c'est déjà le lancement du processus en fait. Donc c'est vraiment la première étape. Et pour terminer sur ce premier moment, quelques billes pratiques pour s'assurer d'une mise en œuvre effective de ces deux principes. Tout d'abord, c'est vraiment très pratico-pratique, c'est s'assurer de l'accessibilité en termes d'horaire, de mobilité sur le territoire, en rappelant aussi aux futurs participants et participantes qu'ils peuvent se retirer du processus quand ils le souhaitent. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir justement créer ce moment de confiance. Deuxièmement, d'indemniser et d'effrayer les personnes. Pour nous, c'est vraiment une condition essentielle et on pourra, si vous voulez, revenir dessus pendant le moment de questions-réponses. Troisièmement, c'est de présenter de la manière la plus claire possible le processus engagé, les objectifs, les attendus et les limites. Et vous verrez, on reviendra sur ce point à la fin. Et enfin, de partager et valider, donc là on est vraiment dans une notion de co-construction, partager et valider les productions, les avancées tout au long de la démarche. Voilà, donc ça c'est vraiment des billes pratiques qui permettent de mettre de concrétiser, si vous voulez, les principes que je vous ai présentés avant. Et maintenant je vais laisser Caroline vous présenter la seconde étape, l'animation. Merci. Donc, comme ça a été dit en introduction, je le redis pour que ça soit clair, on a décidé de faire un focus sur la prise de parole. Et donc, on a bien dit que participer, ça pouvait être en faisant, par exemple, en cultivant un jardin, etc. Donc, la prise de parole suppose une animation. Donc cette animation, elle est guidée par des principes qui visent à construire les conditions de la participation et de l'expression de cette parole. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que j'entends par expression de la parole. Donc pour cela, il faut définir un cadre collectif qui pose des règles de fonctionnement en groupe. Et donc ce cadre permet de construire une confiance qui favorisera l'émergence de cette parole. Donc la question de la confiance, elle est très importante. En même temps, l'animation, c'est une interaction dynamique avec un groupe donné, et donc qui suppose une vigilance, une attention et des ajustements permanents. Donc c'est ce que j'entends, ce que nous entendons quand nous avons parlé de réflexivité. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'animation. Quelques principes ont été retenus dans les diapos, mais il y en a bien d'autres qui ne sont pas évoqués maintenant. Donc, ce qu'on a retenu se pose avec une certaine acuité quand on travaille avec un groupe de personnes en situation de précarité, de vulnérabilité. La première, c'est l'équité de la distribution de la parole, sachant que certains participants ne sont pas habitués à prendre la parole devant les autres, n'ont parfois jamais été invités à le faire et souvent ne se sentent pas légitimes pour le faire ou ne s'y autorisent pas. Quelques-uns peuvent être aussi en difficulté à trouver des mots pour énoncer leur point de vue. Et donc ça renvoie à une question qui a été évoquée tout à l'heure, qui est essentielle pour nous et qui ressort beaucoup dans notre rapport, c'est la question du respect du rythme de chacun et de la temporalité. Donc dans un projet de participation, il faut se donner du temps et donner du temps aux participants. Donc c'est aussi, ces participants, un apprentissage pour quelques-uns du collectif. C'est s'écouter les uns les autres, accepter d'autres points de vue, etc. Donc tous ces éléments, ça prend du temps. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le respect de la vie privée, la protection des personnes, en particulier quand on évoque des expériences personnelles, qu'on s'expose à donner des points de vue. Donc ce sont les vies déjà bouleversées ne peuvent être plus fragilisées par la participation. Ça, il faut vraiment le garder en tête. Et donc, ce sont des conditions qu'on pourrait dire éthiques, mais c'est aussi des conditions qui permettent le moyen d'accéder à une parole libre et sans autocensure.
Un dernier point sur cette slide sur lequel je voudrais insister, je vous ai parlé de l'expression de la parole, donc c'est l'enjeu, c'est bien d'aller au-delà d'un témoignage d'expérience qui serait une forme minimale de la participation, mais d'instaurer un vrai travail d'élaboration, de réflexion sur les processus, de proposition, d'action, d'élargissement éventuellement de la participation. Et j'étais sensible au fait que dans votre projet, vous avez accepté de transformer dans la deuxième année ce que vous aviez prévu comme objectif, etc. C'est un peu de ça dont il s'agit. Et donc après, ça ce sont des principes, ça passe par différentes méthodes sur lesquelles que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui vont être diverses et qui vont du coup dépendre des questions, des objectifs qu'on se pose, du type de groupe avec qui on travaille. Voilà, donc la slide suivante, ça ira un petit peu plus vite. Donc là, c'est sur la question de l'analyse. Donc on parle d'analyse parce qu'il s'agit d'aller au-delà d'une transcription et d'une synthèse de ce qui s'est dit. Pour nous, il est essentiel, notamment donc dans cette analyse, d'inclure un travail qui comprend en particulier une contextualisation des propos. Qui dit quoi, à quel moment, en réponse à quelle question, en réaction à quel propos contradictoire. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est aussi quels sont les mots employés et quelle est leur signification pour les personnes qui les ont utilisés. Alors moi, c'est ma formation de socio-anthropologue qui me donne sans doute une certaine sensibilité aux mots des personnes et qui certainement vont faire que mes analyses seront colorées par mon cursus d'anthropologue. Après, les analyses, elles vont aussi s'ancrer sur des savoirs, sur des connaissances, sur des lectures critiques dans un champ donné, qui est la question qu'on va se poser, et bénéficier d'échanges avec d'autres acteurs impliqués dans le projet et des allers-retours permanents avec les participants, et j'insiste sur ce dernier point. Et puis l'analyse, elle va essayer de monter en généralité, qu'est-ce qui est spécifique à ce groupe et qu'est-ce qui est généralisable et à quel groupe. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut généraliser à d'autres groupes de personnes en situation de précarité sur d'autres territoires de la région, d'autres territoires nationaux? Est-ce que c'est parce que parfois des éléments qui sont mis en évidence par ces personnes sont aussi généralisables à l'ensemble de la population, c'est-à-dire que ce qu'ils vivent au quotidien, ça peut aussi être vécu par d'autres types de citoyens. Donc on va essayer de se poser ce type de questions. Un petit mot, l'enjeu, c'est d'arriver à un document écrit à destination des institutions et des décideurs. Et donc, il va y avoir aussi un travail de retraduction de toute cette analyse et qui soit appropriable par ces décideurs, avec l'enjeu très fort pour nous, c'est de ne pas trahir les pensées et les réflexions des participants lors de ce travail de traduction. Et c'est maintenant qu'on arrive au fameux moment de tous les dangers dont je vous avais parlé au départ. Donc c'est justement la capitalisation et la valorisation des travaux. À partir du moment où il y a eu ces 3 étapes qui ont été menées, que l'analyse a été faite, on arrive à ça. Et je vous propose tous ensemble de réfléchir autour d'une question qu'on a souvent entendue dans nos démarches de la part des participants. À qui appartient ce travail de participation ? Et cette question, si vous voulez, elle nous a beaucoup interpellés parce qu'elle recoupe, selon nous, plusieurs dimensions, à la fois de principe et de méthode. Tout d'abord, cette question, elle pose celle de la reconnaissance du travail effectué par les participants. C'est un principe clé, vraiment. La participation à ce processus, elle doit être valorisée et reconnue. En pratique, dans le cadre toujours d'une démarche de participation prise à l'oral ou de mise à l'écrit, ça passe par la validation collective et la signature de la production du groupe. Chaque participant doit être cité, et c'est vraiment important parce que cette production, c'est avant tout elle appartient à celles et ceux qui y ont participé. Donc ça, c'est vraiment la première condition. Deuxièmement, cette question, elle nous invite aussi à réfléchir sur la manière dont les travaux sont valorisés à l'extérieur. Donc concrètement, ça passe par une mise en place d'un sérieux travail de relais
pour permettre une réelle capitalisation. Et le travail des participants doit aussi appartenir au plus grand nombre, et donc à la société. Et donc ça passe par un puissant travail de communication. Et enfin, et là c'est peut-être le moment le plus compliqué, elle nous invite à réduire ce qu'on a appelé, on doit ça notamment à Huguette Boissonnat, à réduire ce qu'elle a appelé la zone grise, qui sépare le moment du recueil des données, son analyse, et ensuite ce qui peut être intégré, compris, utilisé par les décideurs. Donc en gros, c'est le lien à la décision, quoi. Et concrètement, ça passe par la construction d'engagements prédéfinis. Les participants doivent être au clair dès le lancement de la démarche, ou même en amont, sur la manière dont leurs travaux vont être pris en compte. Et surtout, le lien avec celles et ceux qui vont prendre la décision. C'est primordial qu'il n'y ait pas un phénomène de désenchantement pendant la démarche. Et donc c'est pour ça que des engagements clairs, et ça permet aussi de réduire une perception qu'on a souvent, à tort ou à raison, notre idée c'est pas de poser un jugement de valeur ici, mais sur un risque d'instrumentalisation. C'est quelque chose dans les panels citoyens, par exemple, qu'on voit beaucoup. Donc cette clarification des engagements, c'est vraiment primordial. Et pour conclure, parce que tout est pensé, juste avant, il y a une autre question. Comment en faire un outil d'invention, de transformation, d'amélioration et d'inspiration? Ça nous invite à vous rappeler que ce travail, cet idéal type de processus qu'on vous propose, ça ne doit pas du tout être considéré comme un simple travail théorique, mais au contraire, c'est largement inspiré par des méthodes qui existent déjà, et notamment la méthode de social design qui a été mise en place par Anne-Laure Carrier, qui a co-rédigé le rapport avec nous et qui malheureusement n'a pas pu être présente parmi nous pour des raisons personnelles, mais elle décrit, et donc si vous voulez, cette méthode-là montre bien comment apporter des solutions adaptées en se focalisant tout d'abord sur l'utilisateur et le faisant directement participer à sa conception. C'est justement l'idée de la co-construction. Et ainsi de faciliter l'accompagnement au changement. Et donc c'est aussi faire mieux et plus vite tout en limitant les erreurs de conception parce qu'il y a eu un processus de co-construction qui a démarré dès le départ du lancement du processus. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense que Anne-Laure aurait bien mieux expliqué que moi cette méthode qui est la sienne, mais c'était important pour nous de rappeler aussi que c'est des choses qui se font déjà sur le terrain. Et maintenant, je laisse Caroline faire la vraie conclusion. Caroline. La vraie, je ne sais pas, mais une conclusion. Alors, justement, nous voudrions insister sur le fait que notre travail, non pas le travail global autour des questions de précarité alimentaire, mais le travail de synthèse avec ce rapport que nous avons construit, il repose sur les réflexions construites avec les personnes elles-mêmes sur ce que c'est de participer. Et donc, certains des participants ont pu mettre en regard différentes expériences de participation, très très variées, dont certaines d'ailleurs ne concernaient pas que la question de la précarité alimentaire, mais par exemple des questions de santé. Et donc, l'idée a été ça l'a permis, en s'appuyant sur ces expériences, de repérer des difficultés, d'en tirer des leçons, de co-construire un cadre qui permet d'éviter certains écailles. Un cadre, et j'insiste, qui n'est pas pensé comme une procédure rigide, mais qui pose des principes, comme des principes éthiques, des principes d'accessibilité, etc. Et le rapport est nourri de nombreux exemples d'illustrations de ce que nous avons rapidement évoqué, et dans la diversité des contextes, des méthodes, etc. Donc il apporte la preuve de la plus-value des personnes actives sur le terrain d'origine. Apporter aux responsables politiques qui combattent l'inadmissibilité alimentaire de nos concitoyens. Et ce que je voulais dire également pour conclure, c'est que cette participation et le double titre, tel que nous la concevons,
c'est aussi un fabuleux moteur de changement et d'inclusion sociale. Voilà, ça sera mes derniers mots. Merci beaucoup. Je pense passer la parole directement au public. Donc si vous avez des questions, c'est comment? Assata Doumbia, réseau pas. Merci. Merci à tous et à toutes pour ces très belles présentations et très riches. Donc Assata Doumbia, ma première question s'adresse à Lucille et à Yann autour du projet Partager à la marmite. Ma question, c'est plutôt de savoir comment vous envisagez la suite. Parce que comme vous l'avez évoqué, les temporalités au début peuvent prendre du temps, puisqu'il y a ce temps d'entreconnaissance avec les participants, etc. Et mon expérience sur un projet similaire montre que c'est aussi ce que vous voyez là. Au bout des 2 ans, on arrive à avoir une vraie dynamique. Et bravo pour d'ailleurs la dynamique et ce que vous avez pu continuer. Oui, du coup, ma question, c'est comment vous envisagez la suite pour pérenniser cette dynamique que vous avez lancée? Parce que souvent, les moyens financiers, en fait, viennent un peu bloquer le mouvement, en fait, la dynamique. Ma deuxième question, c'est pour les prénoms, je m'excuse, c'était Pierre et Madame Desprez, je crois. Vous avez évoqué, si j'ai bien entendu, l'indemnisation des participants, et je trouve que c'est un point très 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 important. On n'en parle pas beaucoup, j'ai l'impression, en France. En tout cas, j'ai pas beaucoup entendu de dynamiques qui ont réussi à mettre concrètement en œuvre une mesure, ou en tout cas des mesures d'indemnisation des participants qui sont sur diverses temporalités, d'autant plus quand ce sont des personnes en situation de précarité qui ont voilà, des emplois qui prennent du temps, enfin voilà, ils ont différentes temporalités, différentes difficultés et besoins. Et donc, je voulais savoir concrètement comment vous avez pu, ou est-ce que vous avez vu des expérimentations qui ont indemnisé les participants. Voilà, merci beaucoup. Comment on envisage la suite? On ne le sait pas encore. Juste un petit mot là-dessus. Dans un premier temps, on s'est dit, on a fait pour l'instant 2 années d'expérimentation, c'est jamais assez. Donc on s'est dit, quid d'une 3e? Et si oui, selon quelle modalité? Donc on va sans doute vers ça. Là, on est en train de travailler, et Lucille me tanne tous les jours pour qu'il y ait vraiment cette continuité, parce qu'il y a de la demande de la part des habitants, donc on est en train de voir de façon légère, on va dire, sur les périodes, notamment les prochains mois, de façon très concrète, comment offrir la possibilité, avant qu'il y ait un projet plus structuré qui se remette en marche, en tout cas d'avoir un lien avec les habitants, ne serait-ce que par la mise à disposition de nos espaces. Donc ça, c'est une première réponse. Et après, la deuxième, c'est peut-être en continuant à faire évoluer le projet vers encore plus de participation et de quelque chose qui, au tout début, je pense que vous l'avez compris avec ce qu'a dit Lucille, on se voulait bottom-up, mais en fait on était quand même top-down. La deuxième année, on a fait un petit peu mieux et on veut encore aller plus vers ça, et je pense que ce sera très intéressant qu'on lira votre rapport aussi, vos préconisations avec intérêt. Et je pense que voilà, c'est comme ça qu'on l'envisage. Et la dernière chose, c'est ce que j'ai dit, c'est de l'envisager aussi non plus seulement comme une action, mais quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui serait une coordination locale d'acteurs autour de ces questions de précarité alimentaire, dans lequel les suites du potager à la marmite seraient l'une des modalités, mais dans lequel il y aurait d'autres modalités d'action qui sont... Bon, on a plein d'idées, mais il faut qu'on les valide pareil avec les partenaires, avec les habitants du quartier. Voilà. Peut-être, Lucille, tu as à compléter sur ce que je dis. Très rapidement, pour compléter, il y a certaines modalités dans le projet qui ont fait ressortir et qui ont mis en lumière le fait qu'il n'y a pas une précarité alimentaire, mais qu'il y a des précarités
plus généralement, qu'elles soient sociales, en matière d'accès à du matériel. Bon, bref, je passe. En gros, ça a mis en avant les différentes dimensions qui sont en lien avec l'alimentation, et dans les suites qu'on donnerait à du potager à la marmite, l'idée ce serait de pouvoir travailler sur ces différentes dimensions de manière plus systémique et plus globale aussi. Et pour ce faire, il faut avant tout discuter avec les gens qui habitent là et savoir de quoi ils ont besoin et dans quoi ils ont envie de s'investir, et voilà. Et pour répondre à la question, merci beaucoup pour cette question sur l'indemnisation, parce que pour nous, c'est vraiment un des grands enjeux quand on parle de participation, et particulièrement de participation des personnes en situation de précarité alimentaire. Donc pour vous répondre très simplement, oui, ça se fait déjà. Ça se fait à l'échelle principalement des conventions citoyennes. Vous avez dû peut-être entendre parler de la Convention citoyenne pour le climat. Et récemment, il y en a une autre sur la fin de vie qui a été organisée par le CESE. Et donc le CESE systématise l'indemnisation. Et pour le panel citoyen qu'on a fait avec le CNA, pareil, ils ont été indemnisés. Mais aujourd'hui, l'indemnisation, qu'on soit tous clairs là-dessus, c'est du bricolage. Ça veut dire que c'est au bon vouloir des commanditaires. Il n'y a rien encore aujourd'hui qui est institutionnalisé, et ça pose la question complexe qui, moi d'ailleurs, m'obsède un peu, parce que c'est aussi un peu le sujet de ma thèse, donc j'ai aussi peut-être ma propre focale là-dessus, mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est du bricolage. Ce qu'on fait généralement, c'est sur la base de l'indemnisation des jurés d'assises. Donc c'est sur cette base-là qu'on fixe le taux. Donc ce taux-là souvent varie, le montant varie. Mais donc oui, ça. Est-ce que c'est suffisamment généralisé? Aujourd'hui, la réponse est non. Et donc vous avez certaines collectivités qui, par principe, refusent l'indemnisation. En considérant que c'est pour l'intérêt général, que c'est pas du travail en soi. Mais l'indemnisation, c'est avant tout la reconnaissance. C'est la reconnaissance de leur implication, c'est la reconnaissance de leur travail. Et donc, personnellement, je plaide pour l'indemnisation.